Mes amis ont parié que je ne pourrais pas trouver mieux que toi. Je leur prouve simplement qu'ils ont tort. Elle a souri avec suffisance après que je l'ai vue assise sur les genoux d'un autre homme. J'ai répondu, prouve ça aussi. Puis j'ai pris une photo, je l'ai envoyée à ses parents avec le message, votre fille sous son meilleur jour, et je suis parti. Elle a appelé, paniquée. Son père l'avait vue. La première fissure dans nos fondations ne fut pas une dispute. Ce fut un soupir. C'est arrivé il y a 2 semaines. J'étais sur le canapé en train de terminer du code pour un projet de travail, et Chloé parcourait son téléphone, ses pieds drapés sur mes genoux. Elle a poussé ce long soupir las, le genre qui appelle une question. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé, mes yeux encore à moitié sur mon écran. C'est juste que le petit ami de Jessica l'a surprise avec un week-end à Bordeaux. Tour en hélicoptère, la totale, dit-elle en faisant défiler l'écran, son pouce balayant avec agressivité. Et Marc vient d'acheter à Lorraine ce nouveau sac Chanel qu'elle voulait. Celui qu'elle a posté. Je me souviens du sentiment. Ce n'était pas de la jalousie. C'était un épuisement silencieux. C'est bien pour eux, ai-je dit, en visant un ton neutre. Nous avons eu un super week-end aussi. Cette randonnée était parfaite. Elle a posé son téléphone et m'a regardé, non pas avec colère, mais avec une sorte de pitié théâtrale. Une randonnée, Alexandre. Nous avons emporté des sandwichs. Ce sont juste des ambiances différentes. Tu sais, ton ambiance est très stable, très prévisible. J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là, mais j'avais déjà entendu des variations de ce discours. Chloé vivait dans un monde d'ambiance, d'esthétique, de monnaie sociale. Mon monde était construit sur la logique, sur la fiabilité. Je pensais que nous nous équilibrions. Dernièrement, j'avais commencé à sentir que je n'étais que le lest dans sa montgolfière lancée à toute vitesse, nécessaire pour l'empêcher de s'envoler complètement, mais un poids mort tout de même. Son groupe d'amis était l'incarnation de son ambiance, Jules, Marc, Jessica, Lorraine, une constellation de fonds en fiducie, de vagues aspirations d'influenceurs et un besoin constant et désespéré d'être perçus comme des gagnants. J'étais la pièce dépareillée, un ingénieur logiciel qui aimait son travail, ses amis et la satisfaction tranquille d'un problème résolu. J'étais, dans leur jargon, tranquille. Je réalise maintenant que c'était un synonyme de « ennuyeux », ce qui explique pourquoi le message de ce soir-là a déclenché une petite alarme dans ma tête. Chloé, 20h47, et « changement de programme ». Le groupe a décidé pour le perchoir. Retrouve-nous là-bas. Table au nom de Jules. Ne sois pas en retard. Ça va tout déchirer ce soir. Le perchoir était un bar sur le toit au cœur du quartier branché, célèbre pour ses vues, ses cocktails à 20 € et sa politique d'entrée impitoyable. J'y étais allé une fois pour un événement professionnel. Ce n'était pas mon genre d'endroit, mais Chloé adorait. Elle aimait le paysage urbain scintillant en arrière-plan de ses selfies. Elle aimait la sensation d'être du bon côté du cordon de velours. J'ai garé ma berline raisonnable dans un parking à quelques pâtés de maison, les frais numériques me faisant grincer des dents. En montant dans l'ascenseur vers le toit, j'ai lissé ma simple chemise, me sentant déjà sous-habillé. Le martèlement des basses s'intensifiait. Les portes s'ouvrirent sur un mur de son soigneusement sélectionné, de verre qui teintait l'éclat de rire que j'ai reconnu. L'endroit était bondé. J'ai serpenté à travers la foule, cherchant leur table. J'ai vu l'arrière de la tête de Jessica, le rire distinctif de Lorraine, mais les chaises étaient vides. J'ai balayé du regard la section VIP délimitée par un cordon sur la gauche, une plateforme légèrement surélevée avec des fauteuils moelleux et un serveur dédié. Ils étaient là. Jules trônait au centre, une bouteille de vodka dans un seau à glace sur la table à côté de lui. Et sur ses genoux, nichée sous son bras, se trouvait Chloé. Elle portait une robe que je n'avais jamais vue auparavant, quelque chose de noir aux bretelles fines et très moulant. Elle riait, renversant la tête en arrière, sa main posée sur la poitrine de Jules. Un engourdissement glacial s'est propagé de ma poitrine jusqu'au bout de mes doigts. Je me suis dirigé vers le cordon. Un videur aux larges épaules en costume noir s'est matérialisé, son bras formant une barrière polie mais inamovible. Cette section est réservée, monsieur. Ma petite amie est à cette table. Chloé, avec Jules. Il a jeté un coup d'œil, puis est revenu vers moi, son expression pas méchante, juste professionnellement vide. Vous n'êtes pas sur la liste.
Ils auraient dû vous ajouter. J'étais exclu, littéralement et métaphoriquement. Je suis resté là, me sentant comme un touriste à l'exécution de ma propre relation. Chloé a choisi ce moment pour regarder par-dessus. Son rire s'est éteint. Ses yeux ont rencontré les miens. J'ai vu un éclair de quelque chose, de la surprise, peut-être une lueur de culpabilité, mais cela a été étouffé en un instant, remplacé par un regard froid et évaluateur. Elle a chuchoté quelque chose à Jules, qui a souri avec suffisance et a dit quelque chose qui a fait rire Marc. Elle a glissé des genoux de Jules, a lissé sa robe et s'est avancée nonchalamment vers le cordon. De près, je pouvais sentir son parfum, celui, cher, que je lui avais acheté pour son anniversaire. C'était comme une trahison en soi. Alexandre, dit-elle, sa voix portant par-dessus la musique. Ce n'était pas une salutation, c'était une annonce. Tu as réussi à venir. Chloé, qu'est-ce qui se passe? Ma voix semblait calme, même à mes propres oreilles. L'engourdissement était isolant. Elle s'est appuyée contre le cordon de velours, une reine s'adressant à un roturier. Alexandre, écoute. Elle a fait un geste vague derrière elle, englobant Jules, ses amis, le service de bouteilles, toute la façade scintillante. C'était amusant, mais c'est terminé. Les mots étaient si clichés, si répétés, qu'ils ont presque rebondi sur la glace qui se formait en moi. Terminé? Nous vivons ensemble. C'était une déclaration factuelle. Nous avions un bail. Nous partagions une liste de courses sur le réfrigérateur. Elle a de nouveau poussé ce soupir, celui que je comprenais maintenant comme une pure performance. Elle a jeté un regard en arrière vers son public, qui regardait avec l'attention captivée de personnes assistant à l'acte final d'une pièce dont ils avaient déjà lu les spoilers. Elle s'est retournée vers moi, et ses lèvres se sont retroussées en un sourire narquois, cassant et méprisant, le plus que j'ai jamais vu. Mes amis ont parié que je ne pourrais pas trouver mieux que toi, dit-elle clairement, s'assurant que chaque syllabe parvienne à ses amis. Un ricanement s'éleva de la table. Jules leva son verre dans un toast moqueur. Je leur prouve simplement qu'ils ont tort. Les mots flottaient dans l'air enfumé entre nous. Ils n'étaient pas seulement cruels, ils étaient vils. Nos 2 années réduites à l'enjeu d'un pari puéril. L'engourdissement glacial dans mes veines s'enflamma en un unique point de clarté absolue. J'ai regardé au-delà d'elle, le visage suffisant et beau de Jules, le téléphone de Jessica pointé droit sur nous, tout le tableau pathétique. Je suis revenu sur Chloé, son sourire narquois me défiant de pleurer, de crier, de supplier. Je ne l'ai pas fait. J'ai hoché la tête lentement, comme si j'examinais un problème moyennement intéressant. Ma voix, quand elle est sortie, était calme, plate et parfaitement audible dans l'espace que sa déclaration avait creusé. Prouve ça aussi. Son sourire narquois a vacillé, remplacé par de la confusion. Quoi? J'avais déjà mon téléphone à la main. Je ne l'ai pas levé rapidement. J'en ai fait tout un spectacle, ouvrant délibérément l'application de l'appareil photo. J'ai vu ses yeux s'écarquiller de compréhension. Alexandre, n'ose pas. Le flash a éclaté. Une image parfaite, crue, haute résolution, Chloé surprise en pleine transition de la cruauté au choc, le cordon VIP au premier plan, Jules se prélassant comme un roi derrière elle, ses amis figés dans divers états d'allégresse ivre. C'était un chef-d'œuvre de contexte. J'ai regardé l'écran, la preuve accablante. J'ai de nouveau hoché la tête, pour moi cette fois. C'est dans la boîte. Efface ça, a-t-elle hurlé, sa façade froide se brisant en éclats. Elle a essayé de passer par-dessus le cordon, mais le videur s'est déplacé, sa masse rappelant la barrière qu'elle avait elle-même choisie. Alexandre, je te jure devant Dieu, efface ça tout de suite. Je n'ai pas répondu. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche, tourné les talons et suis retourné vers l'ascenseur. Ces cris m'ont poursuivi. Pauvre minable. Reviens ici. Mais ils ont été avalés par la musique et le bourdonnement de la ville derrière les murs de verre. Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur le son de sa fureur. Le silence soudain était assourdissant. Je me suis appuyé contre le mur, le verre froid un soulagement contre mon dos. Mon cœur battait la chamade, mais mon esprit était extraordinairement calme. Le puzzle était complet. Le comportement distant, les soupirs, les insultes déguisées en observation, tout menait ici, à un bar sur le toit où j'étais la chute d'un pari.
Alors que l'ascenseur descendait, je ne pensais pas à l'amour perdu, cela semblait avoir disparu il y a des mois. Je pensais à la photo dans ma poche. Et je pensais à Robert, le père pragmatique et direct de Chloé qui s'était fait tout seul, qui valorisait l'honneur et la discrétion par-dessus tout. L'homme qui, il y a à peine 3 mois, lors d'un dîner autour d'un steak, m'avait regardé dans les yeux et dit « Tu es bon pour elle, Alexandre. Tu lui mets les pieds sur terre. » Le jeu n'était pas terminé. Elle venait de prouver à ses amis qu'elle pouvait être cruelle. C'était à mon tour de prouver quelque chose à la seule personne dont l'opinion l'effrayait vraiment. L'air de la ville à l'extérieur du perchoir était frais et calme, un contraste saisissant avec le chaos sous pression que je venais de quitter. Je n'ai pas couru. J'ai marché d'un pas régulier et délibéré jusqu'au parking. L'engourdissement s'était solidifié en une sorte de système d'exploitation, propre, logique et orienté vers les tâches. Le chagrin d'amour était un luxe pour plus tard. Pour l'instant, il y avait des protocoles à suivre. Je suis monté dans ma voiture mais ne l'ai pas démarrée. Je suis resté assis dans le noir, la seule lumière provenant de l'écran de mon téléphone. J'ai ouvert la photo. Elle était meilleure que ce que j'avais espéré. Le flash avait illuminé chaque détail, la courbe suffisante de la bouche de Jules, l'éclat de triomphe bon marché dans les yeux des amis, et Chloé. Surtout Chloé. Son expression était capturée dans un parfait entre-deux entre le renvoi cruel et la surprise paniquée. Elle racontait toute l'histoire. Mon pouce a plané sur le bouton de partage. La partie primaire et en colère de moi voulait l'envoyer à tous nos amis communs, la publier avec sa propre citation moqueuse en légende. Mais c'était son jeu. C'était leur monnaie, l'humiliation publique, la guerre sociale. J'ai pensé à Robert Dubois, le père de Chloé, un homme qui avait bâti une entreprise de fourniture de construction à partir de rien avec des mains aux callosités permanentes et un détecteur de conneries calibré au niveau nucléaire. Il valorisait la loyauté, l'intégrité et la franchise. Il détestait les fioritures, les commérages et ce qu'il appelait l'apparat de privilégiés. Chloé passait sa vie à se donner en spectacle pour ses amis, mais elle vivait pour le rare et difficilement gagné signe d'approbation de son père. J'ai navigué dans mes contacts, passé le nom de Chloé, jusqu'à l'entrée enregistrée sous Robert D. Mon doigt n'a hésité qu'une seconde. Ce n'était pas un acte de rage. C'était un acte de compte-rendu, un transfert d'informations à l'autorité compétente. J'ai composé le message avec le soin d'écrire une ligne de code critique. Il devait être concis, factuel et inattaquable. Monsieur Dubois, je regrette de vous informer que Chloé a mis fin à notre relation ce soir. Je pense que vous devriez voir le contexte dans lequel elle a choisi de le faire. J'appréciais votre respect. Alexandre, j'ai joint la photo. Je n'ai pas ajouté d'émoji, de ponctuation pour le drame, ou de questions de suivi. J'ai laissé l'image parler. J'ai appuyé sur envoyer. Un silence étrange et profond s'est installé dans la voiture. Le mal était fait. Il n'y avait pas de bouton d'annulation. J'ai démarré le moteur et conduit vers l'appartement, notre appartement, pour la dernière fois. Le trajet fut un flou de lampadaire. Mon esprit était une carte vierge, ne traçant que les 3 prochains mouvements, faire ses bagages essentiels. Sécuriser les documents. Partir. J'ai utilisé ma clé. L'appartement semblait instantanément étranger, comme une exposition de musée d'une vie qui venait de se terminer. Il y avait le canapé où elle avait soupiré à propos des randonnées, l'îlot de cuisine où je lui avais préparé des pâtes pendant qu'elle parlait du tour en hélicoptère de Jessica. Tout n'était plus que décor maintenant. Je suis allé dans la chambre et j'ai sorti mon vieux sac de sport du haut du placard. J'ai travaillé avec efficacité. Ordinateur portable, chargeur, passeport, une petite boîte verrouillée avec ma carte de sécurité sociale et le titre de ma voiture. De la commode, je n'ai pris que des vêtements pratiques, jeans, t-shirts, pulls. J'ai laissé derrière moi la belle chemise qu'elle m'avait achetée pour l'anniversaire de mariage de ses parents. Elle me semblait maintenant être un costume. Dans la salle de bain, j'ai balayé mes articles de toilette dans une trousse. Ma brosse à dents se tenait seule dans le porte-brosse à dents. La sienne était dans son sac à main, au bar, lors d'une soirée qui était censée prouver quelque chose. Le symbolisme était presque trop parfait. Finalement, je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte de la chambre. Sur la commode se trouvait une photo encadrée de ce dîner avec ses parents il y a 6 mois.
Robert avait son bras autour de la mère de Chloé, un rare et doux sourire sur son visage. Chloé, radieuse, était prise en sandwich between them. J'étais au bout, l'air un peu gauche, mais heureux. La main de Robert était sur mon épaule. Prends soin d'elle, Alexandre. Je n'ai pas pris la photo. J'ai tourné les talons et je suis sorti. J'ai chargé le sac dans mon coffre. Avant de monter dans la voiture, j'ai fait 2 autres choses. D'abord, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai transféré ma moitié du loyer du mois suivant sur notre compte commun, celui qu'elle ne vérifiait jamais, celui que j'utilisais pour payer les factures. J'ai ajouté une note, loyer d'octobre. Résiliation du bail à suivre. Pas de drame, juste des affaires. Deuxièmement, et finalement, je suis allé dans les paramètres de mon téléphone. J'ai trouvé le contact de Chloé. Je ne l'ai pas supprimé. J'ai bloqué son numéro. Puis, je l'ai bloqué sur toutes les plateformes sociales dont je pouvais me souvenir. Ce n'était pas un acte de colère. C'était un pare-feu. Elle avait choisi de faire de moi un étranger. Je rendais maintenant ce choix permanent et sécurisé. J'ai conduit jusqu'à un hôtel de gamme moyenne près de l'aéroport, le genre utilisé par les voyageurs d'affaires et les personnes en transition. J'ai payé pour une semaine en espèces de mon fonds d'urgence. La chambre était fade, beige et merveilleusement silencieuse. J'ai posé mon sac près du bureau. J'ai sorti mon ordinateur portable mais ne l'ai pas ouvert. Je me suis juste assis sur le bord du lit dans le silence absolu et j'ai laissé le silence m'envahir. La vague émotionnelle que j'avais contenue a finalement déferlé. Ce n'était pas des larmes pour elle. C'était une douleur profonde et frissonnante pour l'avenir que je pensais que nous construisions, celui pour lequel j'avais fait des compromis, que j'avais planifié et auquel j'avais cru. La trahison n'était pas seulement qu'elle était partie, c'était qu'elle avait tourné en dérision tout ce que j'avais offert. Ma stabilité, ma loyauté, mon amour tranquille, ils étaient le côté perdant d'un pari. Je me suis allongé sur le couvre-lit rigide de l'hôtel et j'ai fixé le plafond en dalles acoustiques. L'injustice de la situation me brûlait, pure et vive. J'avais été loyal. J'avais été engagé. Et j'avais été jeté comme un accessoire usagé dans une pièce de théâtre bon marché. Mais sous la brûlure, quelque chose d'autre s'agitait, une faible et froide braise de pouvoir. Je n'avais pas crié. Je n'avais pas supplié. Je n'avais pas donné de coup de poing ni brisé ses affaires. J'avais pris une photo. J'avais envoyé un message. J'étais parti. Et ce faisant, je lui avais repris le contrôle du récit, à elle et à ses amis ricanant. L'histoire n'était plus « Chloé trouve mieux que son petit ami ennuyeux ». C'était maintenant une histoire tout à fait différente, une qui venait d'atterrir avec un bruit sourd et sismique dans la boîte de réception du seul homme dont l'opinion pouvait réellement changer le cours de sa vie. Mon téléphone, face contre la table de nuit, est resté sombre et silencieux. Le sien, je le savais, était sur le point de s'illuminer comme une zone de guerre. Mais ce n'était plus mon problème. Mon pare-feu était activé. Pour la première fois depuis des mois, mon esprit, bien que meurtri, était le mien. La première lueur du matin dans la chambre d'hôtel était grise et fine. J'ai dormi par intermittence, les draps stériles peu familiers, mais j'ai dormi. Il n'y avait pas d'agonie torturante, juste une acceptation creuse et lasse. Mon téléphone, quand je l'ai vérifié à 7 heures du matin, ne montrait que des notifications de travail et une mise à jour météo. Le pare-feu tenait bon. J'ai suivi les mouvements. J'ai pris une douche. Je me suis habillé avec les vêtements propres et simples de mon sac. Je suis descendu et j'ai pris un petit déjeuner gratuit et fade, entouré d'étrangers silencieux avec des valises à roulettes. La normalité de la situation était une sorte d'anesthésique. Vers 10 heures du matin, la curiosité, froide et clinique, a pris le dessus. Je devais évaluer les retombées, non pas pour une gratification émotionnelle, mais pour une conscience de la situation, comme vérifier la météo après une alerte de tempête. Je suis allé dans les paramètres de mon téléphone et, avec un soin délibéré, j'ai temporairement débloqué le numéro de Chloé pour une seconde. Rien ne s'est passé. Puis l'écran a explosé. Un torrent de notifications a déferlé, appels manqués, alerte de messagerie vocale, message texte après message texte, un défilement frénétique et chaotique de désespoir et de rage. Le premier était arrivé à 23h37 la nuit dernière. Chloé,
23h37, qu'est-ce que tu as fait? Chloé, 23h41, mon père vient de m'appeler. Il a vu ça. Alexandre, réponds à ton téléphone. Chloé, 23h53, appelle-le tout de suite et dis-lui que c'était une blague. Une farce. Dis-lui qu'on tournait une vidéo stupide pour TikTok ou quelque chose comme ça. Chloé, minuit 15, il ne répond plus à mes appels maintenant. Ce n'est pas drôle. Chloé, minuit 48, ma carte vient d'être refusée au bar. Qu'est-ce que tu lui as dit, bordel? J'ai fait défiler, impassible. Le ton a changé au fur et à mesure de la nuit. Chloé, 1h22, Jules c'était juste pour rire. Ça ne voulait rien dire. Tu sais comment sont mes amis. Tu prends ça beaucoup trop au sérieux. Chloé, 2h05, je suis à l'appartement. Où es-tu? Il faut qu'on parle. Chloé, 3h11, tu essaies de ruiner ma vie. Mon père gère mon fonds en fiducie. Il parle de me faire apprendre la responsabilité. C'est de ta faute. Chloé, 4h, Alexandre. S'il te plaît. S'il te plaît, excuse-toi auprès de lui. Dis-lui qu'on s'est remis ensemble. Dis-lui que c'était mis en scène. Je ferai n'importe quoi. Le dernier message datait d'1 heure. Chloé, 8h57, réponds-moi où je viens te trouver. Il y avait 7 messages vocaux. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur, j'ai versé un verre d'eau du robinet de la salle de bain et j'ai écouté. Message vocal 1, 23h45, sa voix était un cri strident et hyperventilant, en compétition avec la musique du club en arrière-plan. Alexandre, qu'est-ce que tu as fait? Mon père a vu ça. Tu dois l'appeler et lui dire que c'était une blague. Une farce. Il ne peut pas il dit des choses sur mon allocation. Appelle-le tout de suite. Message vocal 3, 1h15, la musique avait disparu. Maintenant, elle était dehors, peut-être dans un Uber. L'hystérie se transformait en colère. Tu es un si petit homme mesquin. Sais-tu à quel point c'était embarrassant? Envoyer ça à mon père? C'était privé. Tu as tout gâché pour une stupide photo. Répare ça. Message vocal 5, 3h30, elle pleurait maintenant, mais c'était les larmes vives et furieuses d'un enfant à qui on a pris son jouet. Il a tout gelé. Ma carte, mon virement mensuel. Il a dit que si j'avais le temps de faire l'idiote sur un toit, j'avais le temps d'apprendre la valeur de l'argent. Tu dois rentrer à la maison. Tu dois lui dire qu'on essaie de régler les choses. Il t'aimait bien. Il t'écoutera. Le dernier message vocal, d'il y a 45 minutes, était le plus glaçant. Les larmes avaient disparu. Sa voix était basse, froide et totalement pleine de suffisance. Alexandre, c'est ta dernière chance. Sois à l'appartement avant midi. Nous appellerons mon père ensemble. Tu lui diras que tu étais ivre et jaloux et que tu as fabriqué la situation. Si tu fais ça, nous pourrons peut-être sauver quelque chose. Si tu ne le fais pas, tu le regretteras. Je ne vais pas perdre ma vie parce que tu ne sais pas accepter une blague. J'ai supprimé les messages vocaux. Je me suis assis, le dos contre la tête de lit, le silence de la pièce amplifiant les échos silencieux de sa panique. Tout n'était que gestion de crise, pas de remords, pas d'excuses pour moi. La trahison n'était pas le problème, la conséquence l'était. Mon téléphone a sonné. C'était elle. L'écran a clignoté avec son nom, une photo d'elle souriant d'une époque plus heureuse. Je l'ai laissé sonner 3 fois. Puis j'ai glissé pour répondre. Je n'ai rien dit. Alexandre? Sa voix était tendue, rauque d'avoir crié et pleuré. Oui. Oh, Dieu merci. Écoute, tu dois rentrer à la maison tout de suite. Nous devons appeler mon père ensemble. Non. Un temps de silence stupéfait. Comment ça, non? Alexandre, sois raisonnable. C'est mon avenir. Tu as mis fin à notre avenir hier soir, ai-je dit, ma voix égale et calme. Ceci est la conséquence. Conséquence de quoi? De m'amuser? De vivre ma vie? Tu as toujours été si critique, si petit. La colère était de retour, une arme familière. Tu dois réparer ça. Dis-lui qu'on s'est remis ensemble.
Nous ne le sommes pas. Alors a-t-elle crié dans le téléphone. Je l'ai tenu un peu à l'écart de mon oreille. Dis-lui que tu as réagi de manière excessive. Dis-lui que tu es désolé. Mon père te respecte. Il le croira. Fais juste cette seule chose. Au revoir, Chloé. N'ose pas me raccrocher au N, j'ai terminé l'appel. J'ai immédiatement rebloqué son numéro. Le silence est revenu, plus pur qu'avant. La collecte d'informations n'était pas terminée. J'avais un ami commun de confiance, Benoît. Il n'avait jamais fait partie du cercle intime de Chloé. C'était mon ami de l'université qui avait déménagé en ville. Il était posé, observateur et détestait les drames. Je lui ai envoyé un message, et, Chloé et moi, c'est fini. C'est compliqué. Tu risques d'entendre des choses. Je voulais juste que tu l'apprennes de moi d'abord. Sa réponse a été presque instantanée. Benoît, mec, j'ai déjà entendu. Ça va? Moi, ça ira. Qu'est-ce que tu as entendu? 3 points sont apparus et ont disparu pendant un long moment. Benoît, Jessica a appelé ma copine, en panique. Elle a dit que le père de Chloé lui avait complètement coupé les vivres. Fonds en fiducie gelé, carte de crédit annulée, la totale. Apparemment, il a appelé ça une leçon magistrale de mauvais caractère et de jugement encore plus mauvais. Il a dit qu'elle pouvait apprendre la valeur d'$1 puisqu'elle accordait si peu de valeur au reste. Une satisfaction sombre, nette et précise, s'est installée dans ma poitrine. Les mots de Robert étaient un écho direct et brutal des valeurs qu'il avait toujours prêchées. Benoît, aussi, Jules est un sacré numéro. Apparemment, après ton départ, il a dit à Chloé que ça devenait trop lourd et qu'il ne cherchait pas un projet. Il est parti avec une autre fille 1 heure plus tard. Chloé a dû supplier Jessica pour un Uber pour rentrer. Benoît, le groupe d'amis prend ses distances. Marc a qualifié toute l'affaire de mauvaise image. Jessica est furieuse parce qu'elle pense que ça donne une image vulgaire à leur bande. Ils sont tous inquiets pour leur propre réputation maintenant. Moi, merci de me l'avoir dit. Benoît, quand tu veux. Pour ce que ça vaut, tu mérites bien mieux. Dis-moi si tu as besoin d'un canapé. J'ai posé le téléphone. Le karma n'était pas mystique. C'était une question de cause à effet. Elle avait échangé ma constance contre de la monnaie sociale, pour découvrir que cette monnaie était fausse et que son compte en banque était fermé. Elle avait choisi un homme qui la voyait comme un divertissement et qui l'a jeté quand le spectacle est devenu ennuyeux. Elle avait valorisé les opinions d'amis inconstants qui se dispersaient maintenant pour protéger leur propre image de marque. Je ne ressentais pas de joie. Je ressentais une validation profonde et lasse. Le monde, à sa manière brutale, ne faisait que refléter les choix qu'elle avait faits sur ce toit. Un dernier élément d'information est arrivé quelques heures plus tard via un courriel officiel à notre compte commun de la part de la société de gestion immobilière. C'était un avertissement pour violation du bail pour bruit excessif et trouble la nuit dernière, citant une plainte du voisin du dessous à propos d'une femme criant et jetant des objets dans notre appartement entre 3 et 5 heures du matin. J'ai fermé l'ordinateur portable. Le brouillard se dissipait. L'injustice de la trahison était maintenant contrebalancée par le calcul inexorable des conséquences. Mon chemin était le silence, la distance et la réparation de soi. Le sien, vu à travers le trou de la serrure de ses communications, se délitait en une course désespérée et furieuse pour retrouver un privilège qu'elle n'avait jamais mérité et qu'elle venait de mettre spectaculairement en feu. Je suis allé faire une longue promenade. Je n'ai pas pensé à elle. J'ai pensé à ce que j'allais dîner, à un nouveau langage de programmation que je voulais apprendre, au plaisir tranquille d'un emploi du temps qui n'appartenait qu'à moi. La braise de pouvoir ne concernait pas sa chute. Elle concernait ma liberté. Et à chaque pas loin de cet hôtel, de cette vie, de cette personne, la braise grandissait régulièrement, silencieusement, pour devenir une flamme. 7 mois, c'est long dans une vie en reconstruction. C'est assez de temps pour qu'une chambre d'hôtel devienne un appartement temporaire, et pour que cet appartement devienne un condo lumineux et aéré avec un bail à votre seul nom. C'est assez de temps pour être promu développeur principal grâce à un travail acharné. C'est assez de temps pour réapprendre le plaisir des samedis matins avec un livre, le silence rompu uniquement par la machine à café. Et c'est assez de temps pour rencontrer quelqu'un. Sarah ne ressemblait en rien à Chloé.
Là où Chloé était une performance, Sarah était une conversation. C'était une graphiste avec un esprit subtil et un regard calme et observateur. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un café-librairie que Chloé aurait jugé, pittoresque, son code pour ennuyeux. Nous avons parlé pendant 3 heures de tout et de rien. Il n'y avait aucun calcul, aucune posture. C'était juste facile. Un samedi après-midi vif, nous étions à notre endroit préféré, une brasserie rustique avec de longues tables communes et une terrasse remplie de chiens. Je portais une flanelle bien usée, Sarah un pull doux, sa main reposant légèrement sur mon avant-bras alors qu'elle terminait une histoire sur un client difficile. Nous partagions un bretzel. J'étais, pour la première fois depuis plus d'1 an, véritablement et simplement heureux. Le passé ressemblait à un livre mal écrit que j'avais emprunté à une bibliothèque il y a longtemps. L'univers, avec son sens ironique du timing, a choisi ce moment pour tourner une page. Je l'ai vu d'abord de l'autre côté de la terrasse. Le changement était saisissant. Chloé était emmitouflée dans une doudoune d'apparence bon marché, ses cheveux attachés en une queue de cheval négligée. Elle avait l'air plus âgée, fatiguée. Elle était avec Mia, une amie périphérique de l'ancien groupe qui avait toujours l'air vaguement désolée. Elles étaient en train de s'installer à 2 tables de nous. Les yeux de Chloé ont balayé la terrasse, un balayage habituel en quête de statut ou de reconnaissance. Ils se sont posés sur moi. Le choc sur son visage a été immédiat, suivi d'un flot complexe d'émotions, espoir, désespoir, une lueur de l'ancienne vanité. Elle a dit quelque chose sèchement à Mia, qui a grimacé et a commencé à se faufiler entre les tables vers nous. Sarah m'a senti me figer. Elle a suivi mon regard. « Quelqu'un que tu connais ?» a-t-elle demandé, sa voix basse et calme. « Mon ex » ai-je dit tout aussi doucement. « Celle du toit. » Les sourcils de Sarah se sont légèrement levés en signe de compréhension. Elle ne s'est pas crispée ni n'a retiré sa main. Elle a simplement fait un petit signe de tête posée. Sa présence était une encre. Chloé s'est arrêtée au bord de notre table. Elle a complètement ignoré Sarah, ses yeux rivés sur moi. Alexandre. Salut. Sa voix a tenté d'être désinvolte mais a atterri dans un territoire tendu. Tu as l'air en forme, Chloé, ai-je répondu, en faisant un simple signe de tête en guise de reconnaissance. Rien de plus. Le silence s'est étiré. Elle a changé de pied, s'attendant clairement à plus. Une question, une réaction, quelque chose à quoi s'accrocher. Écoute, elle a hésité, ses répliques répétées échouant face à mon immobilité totale. Elle a réessayé, forçant un tremblement dans sa voix. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Beaucoup de temps seul. Elle a insisté sur le dernier mot, attendant de la sympathie. Aucune ne vint. Ce que j'ai dit sur le toit ce n'étaient pas mes mots. J'essayais d'impressionner des gens qui n'ont pas d'importance. Des gens qui sont partis maintenant. Elle a finalement jeté un coup d'œil à Sarah, un rapide et méprisant mouvement des yeux avant de reporter toute son attention suppliante sur moi. Tu comptais. Nous comptions. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu, mon expression étant celle d'une patience polie et détachée. Son sang-froid s'est un peu fissuré. Le désespoir a transpercé. Mon père il ne veut toujours pas tout rétablir complètement. Il dit que je dois faire preuve d'une maturité soutenue. Elle a prononcé ces mots comme s'ils étaient un concept étranger et injuste. S'il savait que nous parlions, s'il voyait que nous pouvions être civilisés, ça aiderait. Ça prouverait que je suis stable. Elle s'est approchée, sa voix baissant jusqu'à un murmure conspirateur. Peut-être qu'on pourrait même prendre un café un de ces jours. Juste parler. Recommencer. Le vrai toi et la vraie moi, sans tout le bruit. C'était sa stratégie. Pas des excuses pour moi, mais une proposition de m'utiliser comme référence de moralité pour son père. Un tremplin pour retrouver son ancien financement. Ce fut Sarah qui rompit le silence la première, non pas avec des mots, mais avec une pression subtile, presque imperceptible sur mon bras. Ce n'était pas possessif. C'était un soutien. Je suis là. C'est à toi de jouer. J'ai regardé Chloé, je l'ai vraiment regardée pour la première fois depuis qu'elle s'était approchée. J'ai vu la tension autour de ses yeux, la doudoune bon marché, le vide là où se trouvait autrefois sa confiance performative. Je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de pitié,
pas de nostalgie, juste un vaste espace silencieux là où elle était. Chloé, ai-je dit, ma voix calme, claire et finale. C'était le ton que j'utilisais en réunion de projet pour conclure une discussion. Ça n'arrivera pas. Elle a tressailli comme si elle avait été frappée. Mais tu avais raison sur une chose ce soir-là, ai-je poursuivi, la coupant doucement mais fermement. J'ai jeté un coup d'œil à Sarah, qui a rencontré mon regard avec un air doux et compréhensif. J'ai doucement posé ma main sur la sienne sur la table, un geste simple et non planifié d'unité. Tu pouvais trouver mieux que le gars que j'étais alors, le gars qui tolérait le manque de respect au nom de la paix. J'ai reporté toute mon attention sur Chloé, mon regard ferme. Alors, j'ai fait mieux. J'ai construit une vie qui n'a pas de place pour le drame, les paris ou le besoin de prouver des choses à des gens cruels. J'ai fait un léger geste autour de nous, la brasserie chaleureuse, le joyeux bavardage, la femme à côté de moi. C'est ma vie maintenant. Elle est paisible. Elle est réelle. J'espère que tu te construiras une belle vie, Chloé. Vraiment. Mais elle ne m'inclura en aucune façon. La couleur a quitté son visage. Le masque de remords soigneusement construit s'est brisé, révélant la suffisance brute en dessous. Ses yeux, écarquillés de choc, allaient de mon visage calme à ma main liée à celle de Sarah. La vérité, que je n'étais pas seulement en train de passer à autre chose, mais de m'élever, et qu'elle n'était maintenant qu'une spectatrice sans importance, l'a frappée avec une force physique. Alors c'est tout ? Sa voix s'est élevée, aiguë et cassante, attirant quelques regards des tables voisines. Après tout ce que nous avons eu ? Après que tu aies ruiné ma relation avec mon père, tu vas juste rester assis ici avec ton petit pansement et prétendre que je n'existe pas ? Le venin dans le mot « pansement » flottait dans l'air. Sarah n'a pas réagi, elle a simplement observé avec une sorte d'intérêt académique détaché, comme si elle observait un spécimen fascinant de toxicité. Je n'ai pas engagé la conversation. Je ne l'ai pas corrigée. Je me suis simplement levé, tirant la chaise de Sarah pour elle avec une courtoisie tranquille. J'ai jeté assez d'argent sur la table pour couvrir notre facture et un pourboire généreux. J'ai regardé Chloé une dernière fois. Il n'y avait pas de colère dans mes yeux, pas de triomphe, seulement la finalité absolue et inébranlable de l'indifférence. Nous avons terminé ici, ai-je dit, ma voix plate et définitive. J'ai pris la main de Sarah. Ensemble, nous avons tourné les talons et sommes partis, serpentant à travers les tables vers la sortie. Nous n'avons pas regardé en arrière. J'ai entendu un son étranglé et inarticulé de fureur derrière nous, rapidement étouffé par la voix suppliante de Mia, mais il s'estompait déjà, devenant juste un autre bruit sans importance dans l'arrière-plan de ma journée. Dehors, l'air d'automne était frais et pur. Sarah a serré ma main. Ça va ? J'ai pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons de l'air libre et non contaminé. Je l'ai regardé, la compassion intelligente dans ses yeux, et j'ai senti le dernier fantôme de cette nuit sur le toit se dissoudre dans le néant. Je suis parfait, ai-je dit, et je le pensais. J'ai faim. Allons manger ce plat italien dont nous avons parlé. Alors que nous marchions vers la voiture, mon esprit n'était pas sur Chloé, son fond en fiducie gelé ou ses yeux désespérés et vides. Il était sur la façon spécifique dont Sarah riait quand elle était vraiment amusée. Il était sur les notes complexes du vin Amarone que je prévoyais de commander. Il était sur le contentement tranquille d'un dimanche sans tempête à l'horizon. La conclusion n'était pas dans un discours dramatique ou un moment de vengeance. Elle était dans l'acte simple et profond de s'éloigner sans un regard en arrière, vers un avenir si brillant et plein que l'ombre du passé ne pouvait plus m'atteindre. Elle était devenue une note de bas de page, une leçon apprise, une porte fermée.